Ce qu'il ne faut pas perdre de vue lorsqu'on parle d'agroécologie, et c'est très important, c'est d'avoir toujours à l'esprit les principes de la fertilité. La fertilité, la base de la fertilité, c'est la fertilité physique, c'est la structure de sol. Et quand on veut engager une transition, on n'a pas tout de suite la structure de sol d'origine biologique, d'origine organique qui sera parfaite pour la culture. Et donc il faut des périodes de transition ou du matériel de transition, et le scalpage-mulchage en est un, et le strip-till en est un autre. Qui permettent de sécuriser une structure alors que, on va dire, la qualité biologique du sol n'est pas forcément encore là, Absolument. Sans forcément bouleverser, perturber de façon excessive le sol. Okay. C'est valable pour des cultures en ligne qui sont suffisamment distantes les unes des autres. Tout à fait. Et ce n'est pas valable pour des cultures qui sont à forte densité, où les lignes sont très très proches les unes des autres. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier Dubreuc. Alors Xavier Dubreuc, c'est un technicien agricole. Il travaille principalement sur des exploitations à large échelle qui produisent du légume, du melon, de la salade. Il va nous expliquer un peu son expérience de vie en tant que technicien sur ces modèles finalement de légumes industriels, mais qui permettent d'alimenter en grande quantité les supermarchés et les populations, et comment on fait de l'agroécologie, de la culture finalement qui est à moindre impact environnemental sur ces systèmes-là. On va voir que ça ne se fait pas tout seul, et on va essayer de rentrer un peu dans la nuance grâce à ces 20 ans d'expérience en tant que technicien indépendant sur ces sujets. Xavier Dubreuc, bonjour. Bonjour Sébastien. Je suis ravi de t'accueillir pour cet épisode. C'était important pour moi de te faire venir ici parce qu'on a coutume, on va dire dans l'imaginaire collectif, de penser aux légumes sur des petites exploitations, avec des petits tunnels, dans des conditions, on va dire, d'agriculture maraîchère de proximité, de pourtour de ville. Il y a aussi un imaginaire autour du maraîcher, toujours sur petite surface, très laborieux, etc. Et je pense que c'est important pour, on va dire, le citoyen, le décideur, de comprendre finalement comment s'articule la production maraîchère qui est très productive, celle qu'on appelle industrielle, comment elle s'organise et comment on fait de l'agroécologie, de l'environnement avec ce type d'exploitation agricole. Donc merci d'être là, et donc on va d'abord commencer par comprendre qui tu es, voilà, d'où tu viens, pourquoi tu en es arrivé finalement à travailler les 30 dernières années sur des systèmes légumiers, pourquoi tu as cet attrait, et puis après on enchaînera sur finalement voilà, des choses peut-être plus techniques, mais déjà comprenons qui est Xavier Dubreuc. Donc là, moi je suis technicien agricole, conseiller en maraîchage et en production légumière. Donc déjà, il y a une petite nuance, le maraîchage, c'est plutôt petite surface, et la culture légumière, c'est plutôt en grand, de manière générale. Et donc moi, je donne des conseils depuis une trentaine d'années, et depuis un peu plus de 20 ans en indépendant. Le fil conducteur de ma carrière, c'est le melon. Donc depuis mon stage de BTS, je vois du melon, et c'est une culture qui ne m'a jamais quitté depuis. Donc c'est la culture qui occupe le plus gros de mon temps. Je suis spécialiste du melon et je m'occupe aux environs de 35 à 40% de la production nationale. Donc je suis spécialisé sur la culture du melon. Je suis spécialisé aussi sur les cultures de salade sous abri, où je m'occupe d'à peu près 400 hectares de serre dans la région sud-est, aux environs d'Avignon, Montpellier et Perpignan, où je donne des conseils également de manière très spécialisée. Voilà. Ce qui m'a amené à la profession, c'est d'abord d'être fils d'agriculteur maraîcher. Et l'anecdote, c'est que quand j'avais 15 ans et que je voyais le technicien qui venait chez mes parents, je trouvais ça vachement cool comme métier de passer chez les maraîchers, chez les agriculteurs pour leur donner des conseils. Et à cet âge-là, je me suis dit,
c'est le métier que je ferai. Et en fait, ce qui fait que depuis toutes ces années, je ne travaille pas à proprement parler, puisque c'est un plaisir et c'est un hobby en même temps. Voilà. Donc, dans mon activité d'aujourd'hui, il y a beaucoup de suivi de melons, essentiellement sur des grosses structures. Il y a le suivi de salades, essentiellement sur des grosses structures aussi, et il y a du suivi sur des structures plus petites, plus maraîchères, chez des maraîchers diversifiés. Ce qui fait que dans mon parcours professionnel, depuis une quinzaine d'années, depuis un peu l'arrivée de l'agroécologie dans mon travail, dans l'intérêt que je porte au métier, je me suis beaucoup intéressé au petit maraîchage. Il y a eu le mouvement MSV, maraîchage sur sol vivant, que tu as évoqué avec François Mullet déjà. Ça m'a interpellé. L'ensemble du travail, de la prise de conscience réalisée par ce réseau m'a fait réfléchir sur l'avenir de nos productions légumières de plein champ, en me disant il y a mieux à faire, il y a moyen peut-être de faire plus, je dis bien peut-être, de faire plus avec moins. Je me suis projeté en me disant ok, sur petite surface, ils apportent de la matière organique en quantité, ils font de l'occultation et tout, mais comment extrapoler ces techniques à de la grande surface? Comment je vais pouvoir vendre, entre guillemets, des changements d'itinéraires culturaux qui vont dans le bon sens d'un point de vue écologie, d'un point de vue agroécologie, sans pour autant pénaliser les résultats d'exploitation, et aussi de le faire de manière réaliste. Des choses que le gros agriculteur, entre guillemets, sera en mesure de mettre en place chez lui. Et donc ça m'a questionné, on va dire, à la fin des années 2000. Et très vite, j'ai mis en place des essais avec notamment un agriculteur un peu pilote et pionnier qui m'a laissé faire les essais chez lui en y mettant tous les moyens dont il a pu mettre pour m'aider à avancer sur ce dossier. Dans le même temps, cet agriculteur passait en semi-direct, en agriculture de conservation pour l'ensemble de ses terres. Et il y avait donc pour lui une suite logique, c'est de se dire, si je fais mes grandes cultures en semi-direct, en agriculture de conservation, il y aurait quand même une logique à ce que ces légumes qui viennent dans la rotation soient aussi avec un maximum de respect du sol et de l'environnement. C'est vrai que dans les années 2000, il y a eu toute cette montée en puissance de l'agriculture de conservation, donc réussir à cultiver notamment les céréales sans travailler les sols. Et il y a une spécificité, et je pense qu'il faut aussi le citer, c'est que les cultures légumières sont faites en rotation, en partie avec des céréales, et donc c'est un peu dommage de venir casser le travail d'accumulation, de fertilité dans les sols au niveau des céréales pour venir briser ça lorsqu'on implante le légume. Donc c'est vrai qu'il y a eu une jointure à ce moment-là. Juste pour comprendre quand même, quand tu disais voilà, il y a une sorte de progression dans ton appréhension de la production légumière, qu'est-ce que c'est produire du légume avant finalement ce déclic? Et qu'est-ce que c'est produire du légume aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que c'est qui a changé finalement dans cette appréhension et dans l'acte technique finalement que tu fais aujourd'hui? Alors moi je dirais qu'il y a des choses qui n'ont pas changé du tout. En ce qui me concerne et dans ma philosophie de travail pour conseiller un maraîcher, pour moi un maraîcher qui prend des conseils, il doit réussir au moins aussi bien et si ce n'est mieux que s'il n'avait pas pris les conseils. Et la réalité économique passe par la productivité. Et donc j'ai toujours été un technicien productiviste et je le resterai. Et l'apport de l'agroécologie, à mon sens, n'est valable que si le système économique suit derrière. La maîtrise des coûts de production, la fiabilité des appros pour les clients, etc. Donc ça, c'est le point commun qui fait que je n'ai pas changé et qui fait peut-être que je me différencie de certains, qui feraient peut-être des compromis sur la productivité ou la qualité. Pour moi, ce n'est pas l'idée générale. L'idée générale, c'est de rester dans un bon niveau de productivité.
dans un excellent niveau de productivité. On pourra y revenir après. Alors, parlons-en, parce que je pense qu'il y a souvent cette opposition entre agriculture, entre guillemets, vivrière, extensive, qui effectivement, en termes d'impact, vu qu'il y a peu d'usage de ce qu'on appelle les intrants, hein, donc les engrais, etc., va avoir des fois un impact moindre, ou en tous les cas, génétiquement, ce type de production a un impact moindre. Et on a une agriculture dite productiviste ou industrielle, on oppose souvent les deux. Les premiers disant que les seconds polluent, et les seconds disant que les premiers ne produisent pas assez et mettent en danger la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire être productif aujourd'hui, en tous les cas pour les cultures que toi tu suis, mais aussi peut-être plus largement, hein, parce qu'on est là aussi pour élargir le débat. Qu'est-ce que ça veut dire être productif aujourd'hui? Pour moi, productif, c'est de faire du rendement au mètre carré. Ça, c'est une chose qui est pour moi importante. L'homme, avec un grand H, prend de la place sur son environnement, et toute la place qu'il a prise, c'est une perte pour l'environnement sauvage. On a perdu beaucoup d'ensauvagement de nos surfaces terrestres. Et donc, ma façon de voir les choses, c'est qu'à la place qu'on prend, il faut en tirer le maximum. L'agroécologie nous apporte qu'il faut en tirer le maximum, mais avec un minimum d'impact. Et donc, c'est ça l'idée pour moi. C'est la culture de l'optimisation, finalement. Alors, dans l'optimisation, avec une priorisation quand même, c'est il faut produire beaucoup avec un impact qui soit le plus limité possible. Quand je parle d'impact, c'est combien un kilo de melon, quel impact il a eu sur l'environnement. Lorsqu'on récolte 4 kilos de melon au mètre carré, eh ben, l'impact n'est pas le même que si on en a récolté 2. Et donc, en ce sens, ça fait réfléchir en termes, on parle de cycle de vie pour les produits. Systématiquement, dans le cycle de vie, il y a quelque chose qui pèse beaucoup, c'est la place qui a été prise dans la nature pour faire ce produit. Alors, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit qu'on produit déjà beaucoup trop et que la question, ce n'est pas de produire beaucoup, mais la question, c'est de plutôt s'organiser différemment et qu'il faut, entre guillemets, avoir, tu vois, c'est cette notion un peu de décroissance à un certain degré. Je me fais l'avocat du diable, oui, bien sûr. Pourquoi faut-il rester productif? Alors, tu as parlé tout à l'heure de souveraineté alimentaire. On doit rester productif pour nourrir les gens. C'est la base. Pour moi, on fait de l'agriculture, on produit de la biomasse, et en ce qui me concerne, la biomasse doit être à destination alimentaire, et éventuellement la construction, etc., mais principalement alimentaire. En tout cas, je suis technicien en production alimentaire, et donc pour moi, la productivité, elle est à ce niveau-là. Donc c'est comme ça que je la vois. Et qu'est-ce que... J'ai fait un peu exprès de poser cette question-là, mais c'est aussi parce qu'on associe souvent le fait de faire de l'écologie avec le fait de forcément produire moins ou d'avoir une forme de décroissance. Et je sais, dans les discussions qu'on peut avoir, et moi je suis un peu de cet avis-là, c'est qu'à un moment donné, il y a des niveaux de performance. Si on travaille sur la marge économique, des fois, la réduction un peu de rendement permet des fois de dégager plus de marge, parce qu'en fait, pour aller vers les dernières unités de rendement, ça peut être très cher, mais il y a quand même des points d'équilibre qui ne sont pas à des rendements faibles. On reste quand même dans des rendements qui sont très acceptables. Donc, est-ce que écologie rime forcément avec réduction des rendements, etc. Est-ce qu'on peut faire une écologie en étant très productif? C'est ça aussi une des questions importantes. C'est l'enjeu et c'est notre travail. C'est d'arriver à être très productif avec un minimum d'impact. Je pense qu'on y arrive progressivement. Ce n'est pas suffisant, ce ne sera jamais suffisant probablement, mais ce n'est pas par la diminution des rendements qu'on améliore le bilan écologique d'une culture. Tout ça, c'est une question de, comme tu le disais, dans les équilibres économiques, les derniers kilos d'engrais supplémentaires qu'on a apportés pour obtenir un gain minime au niveau des rendements, ça c'est complètement discutable. Et donc ça s'ajuste et c'est pas facile, on a affaire à du vivant. Et au moment où on décide de conseiller ou
d'appliquer une fertilisation ou une application phytosanitaire, qu'elle soit chimique ou non, au moment où on le fait, on ne sait pas exactement quel sera le retour. Et donc, on évalue ce qui nous semble être l'idéal pour le bon équilibre économique et productif. Ouais, pour l'agriculteur. Peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est quand même de décrire qu'est-ce que c'est qu'un cycle cultural en légumes et quelles sont finalement les actions qu'on peut faire pour améliorer ce bilan écologique. Tu travailles sur 2 cultures très spécifiques, hein, donc le melon et la salade. Je pense que ça serait intéressant de pouvoir traiter ces 2 sujets pour que chacun puisse comprendre comment on aboutit, on en a sur la table aujourd'hui, à la production d'un melon, et puis dans quelle mesure cette production peut évoluer en faveur on va dire de l'environnement, mais derrière l'environnement, c'est de l'agronomie, c'est de la santé des sols, c'est du service pour l'agriculteur aussi. C'est pas simplement le bien commun, c'est aussi une meilleure harmonisation entre les services rendus par l'environnement à l'agriculteur et puis les pratiques de l'agriculteur qui ne doivent pas contrecarrer les grands cycles qui occurrent dans les sols ou au niveau du paysage. Donc comment on produit un melon aujourd'hui en étant productif, comment on produit une salade aujourd'hui en étant productif, qu'est-ce que ça veut dire en termes de tonnage à l'hectare et qu'est-ce que ça implique en matière d'itinéraire technique, qu'est-ce qui se passe du début à la fin de la saison et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce bilan, de ton avis? On va dire que pour l'instant, si on prend l'exemple du melon, oui. La terre, quand je dis pour l'instant, c'est la méthode la plus généralisée encore. C'est un travail de sol normal après un couvert végétal ou non, hein, donc un travail de sol profond, un sol émietté, et ensuite la culture elle est paillée, il y a le positionnement d'un goutte à goutte, les melons sont plantés plutôt que semés. Ensuite, il y a une... À la machine. Alors à la machine ou à la main, okay. Il y a quand même beaucoup de plantations manuelles, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et ensuite, ces melons, ils sont protégés par un film pour des raisons climatiques ou pour des raisons phytosanitaires. La culture, elle est arrosée, elle est fertilisée. Et dans sa deuxième moitié, il y a une protection phytosanitaire pour prévenir ou lutter contre le parasitisme. Et au bout de 2 à 3 mois après la plantation, selon les saisons et selon les variétés, la récolte, elle dure entre 10 jours et 30 jours selon un certain nombre de paramètres. Ça, c'est le modèle classique. Ensuite, quels apports l'agroécologie nous permet dans ces itinéraires culturaux? C'est, dans un premier temps, l'installation de couverts végétaux avant la culture du melon, et si possible pendant toute la rotation culturelle. C'est déjà un grand pas pour l'entretien du sol, pour la vie du sol. Donc on est sur la production, sur la culture de couverts végétaux qui sont détruits et légèrement incorporés au sol sur moins de 10 cm, hein, ce qu'on appelle le scalpage-mulchage, hein, où c'est broyé et mélangé au premier centimètre de sol. On a une fertilisation qu'on préfère organique que minérale pour la vie du sol et pour la santé de la plante. Sous quelle forme ? Donc c'est de la forme organique. C'est des bouchons par exemple de compost. C'est du granulé enrichi, hein, donc c'est des granulés dans lesquels on a un niveau de NPK qui n'est pas très élevé, mais le but c'est de fertiliser en apportant des éléments fertilisants. J'en suis pas au niveau des amendements. Hein, là, je suis sur la partie fertilisation, donc vraiment les éléments minéraux que la plante va consommer pour sa croissance et son développement. Donc, on a une fertilisation qu'on préfère organique, mais je dis qu'on préfère parce qu'on pratique aussi de la fertilisation minérale. On mélange un peu les deux, même si on a remarqué que la fertilisation organique réduisait la sensibilité des plantes aux maladies. Donc ça, c'est une avancée majeure pour moi, technicien agricole, de s'être rendu compte avec des collègues et avec des agriculteurs qu'on se dit, tiens, finalement, avec la Fertibio, hein, on a moins de pression parasitaire,
alors c'est pas magique, hein, il y a quand même besoin de protection, mais la tendance, elle est nette, c'est plutôt en décroissance. Ouais, donc ça c'est bien. Donc là, la suite de l'itinéraire culturel, ce qui change et qui nous a aussi été accompagné par le plan éco-phyto, etc., hein, c'est de rationaliser beaucoup plus la protection phytosanitaire. Hein, le melon, il est sensible à des maladies nécrotiques hein, du feuillage, hein, le mildiou, l'alternaria, la cladosporiose, et puis d'autres maladies comme l'oïdium, et puis il y a du parasitisme, hein, il peut y avoir des chenilles, comme on en verra tout à l'heure peut-être, des acariens, des pucerons, et du coup il y a besoin de précautions en termes de protection ou de prophylaxie. Voilà, donc dans le choix variétal, il y a eu un énorme progrès qui a été réalisé par les semenciers. On a 6 semenciers privés hein, qui créent des variétés, qui les améliorent dans un certain point et qui les améliorent notamment sur la question de la résistance des plantes aux maladies, ce qui est un acte très très fort en termes d'agroécologie, de planter une plante qui est moins sensible que les autres. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, c'est intéressant, donc déjà, sur ne serait-ce que le melon, on a ce qui change, ce qui se passe avant la culture, c'est-à-dire qu'on couvre les sols avec une couverture végétale qui vient nourrir le sol presque avant de nourrir la plante, donc ça c'est déjà un premier niveau. Deuxième niveau, c'est la réduction du travail de sol, tu as dit ce fameux mulchage, mais ça veut dire qu'on ne va plus par exemple labourer, comme ça pouvait être usuellement le cas, donc on réduit la perturbation du sol par les machines, et puis on va changer aussi la manière de venir fertiliser. On ne va plus être sur des engrais que l'on appelle chimiques minéraux, mais des engrais, bon, tout est chimique, hein, mais en gros des engrais organiques, donc qui vont nourrir la plante différemment et qui participent à son système immunitaire. Donc c'est intéressant parce qu'au final, il y a une forme de reconnaissance, que le sol n'est plus qu'un objet support, mais est un objet vivant actif, sur sa structure et sur son relargage d'éléments nutritifs pour la plante, mais actif également dans le système immunitaire. Je pense que ça, c'est quelque chose de relativement nouveau finalement. Moi, ça fait peut-être moins de 10 ans où vraiment il y a des travaux qui sont faits dessus, où on a longtemps oublié que littéralement l'intestin de la plante, c'est le sol, puisque la plante n'a pas d'intestin à l'intérieur de son corps, mais elle digère à l'extérieur, comme d'ailleurs la plupart des organismes vivants sur Terre. Et donc l'état du sol prévaut du système immunitaire de la plante, tout comme nous, notre équilibre microbien dans notre intestin participe à notre immunité. Donc ça c'est intéressant et donc mine de rien, il y a quand même plein de petites choses, ça a l'air d'être des petites choses, mais finalement dans la tête d'un technicien agricole et d'un agriculteur, c'est un peu une révolution. En tout cas, je l'ai vécu comme ça et mes collègues techniciens l'ont vécu de la même manière en se disant, tiens donc, le bio ou la bio n'est pas que contrainte. C'est que ça apporte. C'est intéressant ça comme notion. Parce que tu accompagnes des exploitations en conventionnelle et en agriculture biologique. Absolument. Voilà, donc tu vois bien les différences et on commence à avoir une sorte de rapprochement des mondes en quelque sorte. Dans cette agroécologie. C'est ça, c'est que je trouve que l'accélération de ce rapprochement, en ce qui concerne mon environnement professionnel, c'est des agriculteurs conventionnels qui ont décidé de faire une partie de leur production en bio. En gardant cet esprit finalement du conventionnel apporté au bio, c'est un sujet, hein, c'est un débat en soi, mais en maintenant des objectifs de productivité et de fiabilité des itinéraires culturels. Oui, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent on oppose le bio, le conventionnel, il y a même des fois philosophiquement des oppositions assez fortes. Et j'ai remarqué dans ma carrière, et finalement ma famille c'est ce qu'elle a vécu, passer de conventionnel très structuré, très productif, très organisé à une exploitation en bio, il y a eu cette culture de l'efficacité et de l'efficience qui est passée sur l'agriculture bio et finalement ça fait des exploitations très productives, des fois très bien organisées, parce que des fois on arrive sur des exploitations en agriculture biologique, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas entre l'état d'esprit, la façon d'organiser sur la ferme, mais moi je dis souvent, on arrive sur l'exploitation agricole, on arrive, on regarde le bâtiment, comment sont mises en place les machines, la propreté, on voit de suite si c'est une exploitation qui marche ou qui ne marche pas. Il y a même des fois avant même de commencer à poser des questions. Et c'est vrai que cet état d'esprit très séquencé, industriel, apporté
finalement à l'agriculture biologique, qui a cette culture, cette sensibilité au vivant, il y a une sorte de combinaison qui provoque quelque chose d'assez magique, moi je trouve. Et au final, ça fait des environnements qui marchent bien, ça fait des sols qui marchent bien, et ça fait également des cultures productives. Toi aujourd'hui, quand tu vois on va rester encore focalisé sur le melon, on passera sur la salade tout à l'heure parce que c'est un autre environnement, mais comment tu as vu les choses évoluer ces 10 dernières années par rapport à ces questions bio, pas bio, utilisation d'intrants non conventionnels dans l'agriculture conventionnelle, interrelation finalement entre agriculteurs de différents horizons ou agriculteurs qui viennent intégrer de nouvelles pratiques. Comment tu vois ces évolutions de pratiques, de mœurs ces 10 dernières années et où est-ce que ça va aller? Alors moi, dans mon parcours melon, je m'étais fixé vers les années 2006-2007 l'objectif personnel de pouvoir dire à un agriculteur, tes melons, si tu les fais en bio, aucun problème, je maîtrise l'itinéraire culturel et donc, entre guillemets, facile. Donc sans inquiétude, il y aura la production et la qualité. Donc je m'étais fixé cet objectif en me disant, je me donne 7-8 ans pour avoir un itinéraire bien carré, bien béton, et ça a été le cas, 2014-2015. Tous les aspects de la culture sont bien maîtrisés et on réussit une culture bio en melon comme en conventionnel. Quel est le rendement entre le conventionnel et le bio et la qualité aujourd'hui? Alors on va dire que les rendements sont comparables. Sont comparables, c'est-à-dire que la bio ne nous restreint pas en termes de fertilisation, de fertilité, et la bio, dans le cas du melon, ne nous restreint pas sur la question de la protection phytosanitaire. Ce qui fait que ce qui change entre le bio et le conventionnel, c'est le coût de production, puisque on fait des applications plus souvent avec des produits naturels, mais on passe plus souvent, donc ça a un coût, et c'est surtout la fertilisation qui est plus chère en bio qu'en conventionnel. Ok, intéressant quand même. Même niveau de performance et le taux de refus au niveau du champ par rapport à la qualité des fruits? Si l'itinéraire de protection il est convenable, il n'y a pas plus de déchets en bio qu'en conventionnel. Bon, super. C'est des constats qu'on peut faire régulièrement, qui sont intéressants. Ça dépend des cultures. Tout à fait. Donc, quelque chose d'assez intéressant au niveau des traitements en agriculture biologique. Il y en a donc avec des substances naturelles. Naturel ne veut pas dire pas nocif, hein. Des fois il y a des substances naturelles qui peuvent être violentes ou toxiques. Aujourd'hui, les alternatives aux produits phytosanitaires classiques, on va avoir donc les éléments de trace métalliques, cuivre, soufre, mais qu'est-ce qu'on a aussi comme innovation? Comment l'industrie avance pour innover et nous permettre de protéger les cultures à moindre frais environnementaux? D'abord par l'amélioration des plantes. Donc c'est vraiment l'amélioration des variétés qui est continue dans le monde du melon. Ça fait 30 ans que j'y suis, ça fait 30 ans qu'il y a l'arrivée de nouvelles variétés qui apportent un plus par rapport aux références. Et donc, dans le cas du melon, et depuis une quinzaine d'années, on a des variétés qui résistent mieux à l'oïdium, qui résistent mieux aux acariens, qui résistent plutôt très bien aux pucerons. Et donc, la base, c'est la plante. Je sais que dans certains milieux, c'est un petit peu décrié, la sélection, les hybrides, etc. Mais c'est clé. Pour moi, la clé, c'est déjà d'utiliser une plante qui est bien armée face à son environnement, qui n'est pas son environnement d'origine. On cultive du melon en France, dans le sud et dans la façade ouest. Ce n'est pas le pays d'origine de la plante, on l'a sorti de son milieu naturel et donc il est exposé à du parasitisme qu'il n'a peut-être pas, et encore, dans son milieu naturel. Donc on est bien obligé de s'y adapter et l'amélioration variétale est une des clés pour contrôler le parasitisme des cultures. Ok, super. Qu'est-ce que ça veut dire après de commercialiser un melon? On va rester sur le melon avant de passer à la salade, parce que tu nous as apporté des spécimens. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de la complexité du métier de producteur de légumes. Alors, producteur de fruits aussi, attention. Mais il y a une complexité au niveau de la commercialisation, ce qu'on appelle l'agréage.
Et aujourd'hui, comment tu peux qualifier les conditions d'agréage, c'est-à-dire d'accès à l'étal, quand on vend en demi-gros ou en gros, hein, ce qui est fait par les maraîchers que tu suis, pour accéder aux étals des supermarchés, etc. Qu'est-ce que ça veut dire un melon qui peut y accéder, un melon qui ne peut pas y accéder? Et puis quel est ton avis sur ces conditions? Alors, il y a deux choses. Il y a la standardisation du marché. Au-delà de l'agréage et de la critique d'un fruit plutôt qu'un autre en disant il a un défaut ou il n'en a pas, c'est avant tout la demande du marché sur, dans le cas du melon, un calibre. Alors quand on n'est pas dans le melon, on ne se rend pas forcément compte, mais la grande distribution qui commercialise à peu près 3 melons sur 4 est vendue en grande distribution. La grande distribution a une préférence très forte pour les melons qui pèsent aux environs d'1 kg, 1,1 kg. Et les autres melons sont vendus quand même, mais moins chers en général, et plutôt par les circuits de distribution des grossistes, les melons plus petits ou les melons plus gros. Et donc ça, déjà, c'est un point qui est absolument crucial dans le monde du melon, c'est qu'il y a un objectif de produire le calibre que le client souhaite. Il n'y a rien de mal à ça, c'est tout à fait normal, mais ça nous donne des limites en termes de choix. C'est-à-dire que dans le monde du melon, une variété X qu'on plante au 1er avril, quelle que soit la région française, ou qu'on plante au 1er juin, va se comporter différemment avec un calibre qui sera très différent. Et donc on doit choisir des variétés qui sont adaptées au terroir, à la date de plantation, pour obtenir le calibre souhaité pour les clients. C'est une complexité déjà qui est formidable en soi, et on n'est pas encore à l'agréage, qui est encore un autre sujet par rapport à la conformité du produit. Ouais. Donc déjà, le calibre joue pour beaucoup dans le melon. Alors, il y a évidemment les arômes, le sucre, ça, des choses... Mais qui sont testées un peu en continu, hein, donc avec des indicateurs connus, le Brix, alors, etc. Pour le sucre, oui, voilà. Pour les arômes, non. Puisque c'est pas quelque chose de ça, c'est moins tangible. Et donc c'est plus le sens dans la dégustation de l'agréeur qui va préférer un melon plutôt qu'un autre. Il y a une sorte de subjectivité, mais en général quand même on s'y retrouve, on est tous d'accord là-dessus. Et ensuite la deuxième partie de la chose, c'est bon, le melon est arrivé à maturité, est-ce qu'il va être conforme d'un point de vue réglementaire, avec les règles qui sont dictées par les fraudes, tout simplement. C'est qu'un produit il doit être commercialisé, il doit être sain, il doit être non évolutif au cours de... Il y a un cahier des charges. Voilà. Ce qui est tout à fait compréhensible. Il ne faut pas qu'il y ait une évolution rapide du fruit qui pourrait pourrir, etc., avec des signes précurseurs qui étaient déjà visibles dans la station fruitière au moment du calibrage. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, dans le monde du melon, on va dire que ça se passe bien, ce n'est pas une plante qui a d'énormes sensibilités, mais pour autant, on peut avoir, et donc là, on va parler de gaspillage alimentaire, on parlait tout à l'heure des rendements, de l'agroécologie, etc. Est-ce qu'on produit trop? Oui, on produit trop parce qu'il y a une partie de marchandises qui est saine, mais qui part en déchets parce qu'elle ne correspond pas aux règles, sans contester ces règles, mais elle ne correspond pas à ces règles, ou elle ne correspond pas visuellement à l'attente du consommateur. Voilà. Ou à comment le consommateur a été éduqué de voir un melon sur l'étal. Absolument. Et on a le droit des fois de contester un peu les règles si c'est fait dans le cadre de la loi. Absolument. Mais donc en gros, effectivement, on a quand même beaucoup sans parler de melon, nous par exemple, ma famille a été très longtemps dans la tomate, on pouvait se faire déclasser une palette de 500 kg pour 2 tomates piquées. 2 tomates sur 500 kg, la palette déclassée. Une palette déclassée, elle revient, il faut dépalettiser, trouver les tomates où ça ne va pas, remplacer, remettre, sauf que la maturité, comme on cueille à maturité, et que le cycle entre le moment où on cueille et le moment où ça doit être sur l'étal, c'est assez optimisé. Souvent, cette palette, après, c'est la moitié de la palette qui part à l'écart de tri. Donc, c'est vrai que ce sont des choses, des fois, qui sont assez questionnantes. L'agréeur pourrait très bien dire, je retire la grappe de tomate et puis je fais passer la palette. Ce qui est assez étonnant.
C'est ce que fait un grossiste quand il y a un melon au milieu du reste qui a évolué, ben, il le retire et puis la marchandise est vendue quand même. Et sur le marché, on la retire et la vente directe permet ça. Avec la grande distribution, pour des raisons qu'on comprend, hein, c'est des choses qui sont moins possibles. Ouais, tout à fait. Pas possible du tout. Donc tu vas peut-être nous montrer ce que c'est qu'un melon qui fonctionne et un melon qui ne fonctionne pas. Sébastien, tu vois, sur un melon comme celui-ci, il y a des petites rognures qui ont été faites par des noctuelles défoliatrices. Des petites chenilles. Voilà, une petite chenille qui vient brouter vraiment en surface. On ne voit pas la chair, c'est parfaitement sec. Et pour autant, ça peut être un motif de refus par un agréeur. Hein. Donc, dans ce genre de situation, le plus souvent, ce melon finit en déchet. Et c'est complètement regrettable puisqu'il est absolument parfait. Et ensuite, il faut savoir faire la part des choses. On a des melons qui, eux, ont une nécrose plus profonde qui traverse l'écorce et qui touche un peu la chair. Et là, on comprend bien que c'est une situation où, si c'était un jardinier, il coupe le melon en deux, il en mange la moitié. Mais sur un marché comme ça, on considérera que ce melon, il n'est pas sain et qu'il n'a rien à faire sur le marché. Alors, tu me posais la question des pourcentages de déchets, etc. Si on se cale sur les melons qui sont ramenés à la station fruitière, on va dire qu'en général, on est entre 2 et 10% de déchets pour une production d'aux environs de 3 kg au mètre carré, 30 tonnes hectares pour se donner un ordre d'idée. 10% de 30 tonnes hectares, ça fait 3 tonnes de melons. Il y a 12 000 hectares de melons en France. Mais ça, c'est ce qui arrive à la station. Absolument. C'est ça que le point que je voulais aborder, c'est que le melon est une plante qui fleurit de manière semi-progressive, hein, donc elle va faire des nouveaux fruits pendant quelques jours, éventuellement quelques semaines, 3-4 semaines. Il y a un moment donné où le producteur s'arrête de récolter, soit parce qu'il n'y a plus de melon du tout dans la melonnière, et c'est très rare, mais le plus souvent, c'est qu'il reste des melons qui ne seront pas récoltés parce que le coût de récolte est supérieur au prix de vente, parce qu'au moins il y a de fruits dans la culture, au plus ça coûte cher à venir les récolter. Et donc si on avait à évaluer cette quantité de fruits qui restent sur les melonnières au moment où elles sont broyées, hein, fin de culture, on peut considérer qu'on est régulièrement aussi à entre 5 et 8 tonnes hectares de melons comme ça, ce qui représente... Donc 5 et 8 tonnes plus 3 tonnes, donc les 10% des 30 tonnes. Voilà, on est peut-être à 10 tonnes, 10 tonnes de rejet, sur 12 000 hectares. C'est énorme. Voilà. Alors on ne pourrait pas arriver à zéro, hein, il faut être logique, mais il faut savoir que dans la production alimentaire et dans l'esprit de réflexion au niveau du gaspillage, si on intègre tout ça, on peut considérer qu'il y a beaucoup de gaspillage. Et est-ce que tu as vu par exemple des problématiques supérieures au champ avec des pratiques dites agroécologiques, donc ces fameux couverts végétaux, fertilisation organique, réduction de travail de sol? Est-ce que tu as vu plus de problèmes après en sortie sur la qualité du produit, ou est-ce qu'au final on a quelque chose qui s'améliore ou qui est standard? Alors, il n'y a pas de différence au niveau de la qualité du produit. Ce qui a pris du temps, qui a pris quelques années d'expérimentation, c'est de mettre au point les itinéraires culturaux qui font qu'on a la même satisfaction avec un itinéraire technique qui soit agroécologique dans le sens agriculture de conservation et avec un mixte bio. Ouais. Et donc, c'est là où il y a eu du changement, quoi. Ouais. Et en sachant que le melon est mis en rotation, donc sur la même parcelle on a le melon et d'autres cultures, qui sont principalement des céréales ou d'autres légumes. Aujourd'hui, est-ce que les agriculteurs qui vont vers ces pratiques de melon agroécologiques changent forcément leurs pratiques sur les autres cultures, et est-ce que ça existe de ne pas changer ces pratiques sur les autres cultures et de quand même changer les pratiques sur le melon? Comment tu vois les choses? Alors moi, ma façon de voir les choses, c'est que c'est possible. On peut faire un melon avec réduction de travail de sol,
et pour autant faire le reste de la rotation avec du labour ou du travail normal. Je trouve que ça n'a pas de sens, parce que c'est une prise de risque. Alors c'est un risque que maintenant on connaît comme parfaitement calculé, ou finalement il n'y est pas. N'empêche que pour quelqu'un qui aurait envie de s'y mettre, et c'est le but, c'est l'idée générale, ça n'a pas beaucoup de sens de vouloir changer ses pratiques sur le melon sans les changer d'un point de vue rotation culturelle, système. Donc ça vient questionner, je fais exprès de poser ces questions un peu naïves parce qu'on connaît déjà les réponses, mais c'est important de comprendre qu'au final, c'est toujours un système complet qu'on vient changer et qu'il y a une forme de transition pour les agriculteurs de passer d'un système A à un système B. Ce n'est pas un paramètre qui est changé, c'est un ensemble de paramètres. Et donc, usuellement, moi, ce que je constate, c'est que ça prend entre 3 et 5 ans pour ancrer des nouvelles pratiques. On se retrouve finalement sur ce même pas de temps en légumes. Alors, sur la question de ancrer les pratiques, est-ce que c'est dans la tête de la personne ou c'est en termes de résultats que ça y est, la machine, elle est en route? Alors, c'est à la fois culturellement dans le système et à la fois, on commence à avoir des premiers résultats. Alors, pour ce qui est du melon, avec l'itinéraire technique qui a été mis au point, c'est qu'on est sur la pratique du scalpage-mulchage, qui nous permet de régler la question du nivellement, de la terre fine pour pouvoir planter facilement grâce à ce scalpage-mulchage. Là où on a avancé et qui permet de sécuriser l'itinéraire dès la première année, c'est qu'on pratique le strip-till. Et j'appelle ça un peu le méga strip-till, c'est qu'on couple des dents Michel par deux et donc on éclate le sol sur une cinquantaine de centimètres de large et 30 cm de profondeur. Et donc, au lieu de travailler 2 mètres de large, enfin toute la surface du profil, on en est à travailler le sol en profondeur que sur 50 cm. Ce qui fait qu'au moment où on plante, la plante, elle se développe dans un milieu qui a été assoupli, au moins sous ses pieds, avant de s'étaler un peu sur les côtés. Donc la dent Michel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui est derrière un tracteur, avec des dents qui sont incurvées et qui permettent de venir, on va dire, fissurer le sol. Et donc, voilà, toi, tu les passes à l'endroit où on va avoir la planche de melon, finalement. Voilà, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, lorsqu'on parle d'agroécologie, et c'est très important, c'est d'avoir toujours à l'esprit les principes de la fertilité. La fertilité, la base de la fertilité, c'est la fertilité physique, c'est la structure de sol. Et quand on veut engager une transition, on n'a pas tout de suite la structure de sol d'origine biologique, d'origine organique, qui sera parfaite pour la culture. Et donc il faut des périodes de transition ou du matériel de transition, et le scalpage-mulchage en est un, et le strip-till en est un autre. Qui permettent de sécuriser une structure alors que, on va dire, la qualité biologique du sol n'est pas forcément encore là, sans forcément bouleverser, perturber de façon excessive le sol. C'est valable pour des cultures en ligne qui sont suffisamment distantes les unes des autres. Tout à fait. Et ce n'est pas valable pour des cultures qui sont à forte densité, où les lignes sont très très proches les unes des autres. Oui, tout à fait. Bon, ben super. Je pense qu'on a fait le tour sur le volet melon, et on a vu finalement l'exigence qu'il faut à la fois pour faire une transition favorable, mais aussi pour aboutir à un rendement commercial correct. Au final, quel est le rapport coût-bénéfice pour toi de ces nouvelles méthodes qui, je le rappelle, donc, on a une réduction de l'impact sur le milieu sol par une réduction de travail de sol ou un changement d'outil. On a l'utilisation de couvertures végétales, on a parlé de sorgho, mais on a plein d'autres plantes qui sont utilisables pour pouvoir nourrir le sol qui va ensuite nourrir la plante, mais qui va aussi protéger le sol pendant les phases d'interculture. On a le changement des fertilisants pour aller vers des fertilisants organiques. Il y a une rythmique aussi d'opérations qui change. Donc ça paraît rien, mais en fait c'est important. Aujourd'hui, comment tu conseilles un agriculteur pour aller vers ces pratiques-là? Déjà, est-ce que ça t'arrive fréquemment parmi l'ensemble des agriculteurs que tu conseilles? Est-ce que tu arrives à diffuser ces pratiques-là? Et quand tu le fais, quelles sont les étapes, les complexités, les succès rencontrés? Alors, en fait, il y a pour moi une vraie dimension psychologique. C'est qu'un agriculteur qui n'a rien demandé, lui présenter ce genre de choses, en fait, ça ne sert à rien.
soit il a vraiment un esprit de pionnier, il va s'y intéresser, il va s'y mettre, mais dans la majorité des cas, il n'a rien demandé. Si on présente ce genre de truc, on passe un peu pour un sauveur, il n'a rien demandé, ben, il ne se passe rien. Il y a même peut-être éventuellement un effet inverse de rejet, de proposition d'une autre façon de réussir aussi. Donc pour moi, c'est le point qui est principal. Et donc dans mon activité de technicien maraîcher sur l'agroécologie, c'est davantage en extérieur de mon pool de clients historiques, de gens qui demandent en se disant on a compris qu'il fallait changer, on a besoin d'être guidé sur les itinéraires, les clés à suivre, qu'on discute et que vous réfléchissiez avec nous sur comment avancer sur l'agroécologie. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des problématiques constatées, même chez ceux qui ne seraient pas intéressés par l'agroécologie, qui sont potentiellement solvables dans des pratiques agroécologiques? Moi, je le vois par exemple dans le conseil qu'on peut donner, on arrive sur des exploitations, les sols sont très compacts, très pauvres en matière organique, il n'y a pas d'activité biologique, il y a une plainte du producteur quant à la complexité de l'établissement des cultures, à la reprise en masse du sol. Au final, le levier, la solution, c'est d'aller justement vers une bonne agronomie, une bonne agroécologie. Donc on va changer la façon de venir gérer les matières organiques, on va faire apporter plus de matières organiques, on va rééquilibrer le bilan humique par les couverts végétaux, par les composts ou par les fumiers. On va des fois rééquilibrer certains engrais, parce que bon, quand on met du chlorure de potasse toute la journée, il y a quand même des choses et qu'on combine ça à pas d'humus, on a des sols qui deviennent plus du béton armé qu'un sol productif que l'on espère. Et donc au final, moi je ne vois pas l'agroécologie comme un truc qui se surajoute, je vois vraiment ça comme structurellement un apport de solutions concrètes, fiables, viables à l'agriculteur, que ça soit en légumes, en arboriculture, en grande culture, et puis même en élevage. Bon, c'est pas des sujets qu'on a abordés. Donc, est-ce que ça t'arrive quand même pas de venir amener ton client vers ce type de pratique-là? Bien sûr, parce que la question c'est où on se place dans notre exigence personnelle, ou en tout cas le curseur, à quel endroit on se l'est mis dans la tête. Ouais. Il y a une vraie notion de curseur quand on parle d'agroécologie. On peut faire un peu d'agroécologie dans son système, ou on peut en faire beaucoup. Oui, tout à fait. Et donc, dès qu'on met des couverts végétaux, c'est un vrai acte noble d'agroécologie. Ah oui, oui, tout à fait. Dans un itinéraire technique qui, au final, est perfectible. Ouais, d'ailleurs, je suis assez agacé quand les gens me disent que mettre des couverts végétaux, c'est du greenwashing, parce que c'est pas assez. Entre je n'en mets pas et j'en mets et des performants, il y a quand même quelque chose qui change au niveau des sols, juste avec cette pratique qui est nette. Bon, il y a un mot de vocabulaire, c'est l'ultra-crépidarianisme, hein, c'est de donner son avis sur des choses qu'on ne connaît pas. Et là, on est exactement là-dedans. Et donc, pour revenir à ce curseur d'agroécologie, oui, bien sûr, les couverts végétaux, ça rentre très facilement dans les exploitations. Les apports de compost, ça rentre très facilement. Ou d'amendements organiques en général. Voilà, tout ce qui améliore les sols, le gypse, qui est un vrai acte d'agroécologie pour améliorer les structures de sol. La question, c'est à quel endroit on met le curseur. Alors évidemment, dans ma clientèle, le curseur, on dira qu'il est sans doute à 60-70%. Il reste des choses à faire et qui sont faites ou qui ne sont pas faites. Et là, ça dépend des clients. Ouais. Il y a aussi une notion aussi d'appréhension du risque, peut-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des risques perçus qui sont faux, des risques perçus qui sont réels. Bon, nous, notre rôle en tant que technicien, c'est justement de trier le bon grain de livret. Mais à un moment donné, comment est-ce qu'on change le curseur du risque aussi, de l'appréhension du risque? Tu l'as dit d'ailleurs en introduction, tu as dit il y a des risques qui n'en sont pas. Je ne sais plus comment tu as formulé ça, mais en gros, il y avait cette notion de il y a des faux risques. Et donc, on doit déverrouiller finalement cela pour pouvoir ensuite aller vers un passage à l'action au niveau des pratiques. C'est ça, pour moi, la voie royale, ça reste quand même le fait de pouvoir régler des problématiques. Oui. Dans le cas du melon, dans les couverts végétaux, il y a un super travail qui a été fait par le CTIFL et qui a montré qu'un engrais vert, une légumineuse, la vesse, avait un impact, lorsqu'elle était cultivée avant la culture du melon, un impact très intéressant pour limiter une
maladie majeure du melon, qui s'appelle la fusariose du melon. Les plantes, elles flétrissent et elles meurent. Et bien, grâce à la présence de cette plante dans un mélange de couverts cultivés avant, eh bien, la pression fusariose baisse. On règle une problématique. Il y a beaucoup de couverts végétaux dans mon entourage qui contient de l'AVES pour la culture du melon parce que c'est comme un pesticide dans l'esprit, un problème, une solution. Eh bien, on a du mal à sortir de cette logique, mais des fois on est obligé de l'aborder pour que... Dans le cas de la salade, j'ai l'exemple d'une combinaison de techniques complètement agroécologiques qui règle le problème de la fusariose de la salade. Alors c'est une maladie qui fait flétrir également les salades et les tuer, très présente sous abri, présente aussi en plein champ. Sur la partie abri, j'ai mis au point un enchaînement de techniques agroécologiques qui permettent de régler le problème. Quelles sont-elles alors? Tiens, c'est intéressant. Alors c'est lié à des apports de matière organique de masse couplés à des couverts végétaux et de la solarisation qui permet au final de se dire tiens, en faisant comme ça, on règle notre problématique. Ok, bon, intéressant. Bon, on se rend quand même compte qu'à un moment donné, il y a un fil rouge qui est la matière organique. Qui est la biologie. La biologie et la matière, oui. Alors voilà, je dirais plus la biologie, j'élargis un petit peu, puisque la matière organique peut être relativement inerte, entre guillemets, en tout cas sur la biologie du sol, et ce qui aide les plantes pour leur résistance aux maladies, mais ce qui aide aussi le sol dans sa solidité structurale, sa stabilité structurale, c'est la biologie plus que la matière organique. Alors, la matière organique, oui, c'est lié, il en faut, c'est tout un sujet, hein, la caractérisation des matières organiques, mais l'activité, pour moi, c'est la vie, c'est l'activité biologique qui doit être prise dans son ensemble pour pour rendre des services qu'on appelle écosystémiques, hein, qui fait que le sol sera plus fertile, plus durablement, et la plante en profitera. Ouais, je constate quand même souvent une très grande difficulté d'appréhension par les agriculteurs de cette biologie. Voilà, donc moi j'avais mis au point une certaine séquence pédagogique aussi au champ, jusqu'à aussi mettre des coups de bêche dans les fossés ou dans les bords de champs, où souvent on a juste de l'herbe qui est fauchée une fois par an, où là d'un coup on a du lombric, on a des structures de sol dites biologiques, c'est-à-dire très grumeleuses, etc., en comparaison de ce qu'on peut avoir dans le champ, pour pouvoir venir objectiver la différence et dire bon ben voilà, ces efforts que l'on fait, couverts végétaux, apports de matière organique, etc., doivent amener à l'établissement d'une population d'êtres vivants dans les sols qui est fonctionnelle et qui nous rend des services. Mais elle est difficile finalement à appréhender, des fois même pas dans l'imaginaire. Comment tu parles de cette biologie, toi, aujourd'hui, aux producteurs? Le coup de bêche en bordure de parcelles non travaillées, c'est le top. Ça tue, ça. C'est là où on se dit, comme je crois que c'est Cora Schreiber qui dit, tu mets un agriculteur dans un champ, dans 5 ans ça ne pousse plus. Alors bon, c'est schématisé, c'est une caricature, mais n'empêche que lorsqu'on fait un coup de bêche à côté d'une parcelle, on a bien affaire à la même terre d'un point de vue physique, et là on s'aperçoit qu'effectivement il y a plus de porosité, c'est plus grumeleux, l'eau s'infiltre mieux dans ces endroits-là qu'au milieu du champ lorsqu'il vient de pleuvoir. C'est un moyen de le montrer. Et ensuite, j'en reviens à des choses qui sont un peu basiques, du genre un problème, une solution. Lorsqu'on apporte du broyat de branches dans un sol où il y a beaucoup de nématodes, on peut expliquer aux producteurs que ça va stimuler des champignons qui vont être mangés par des bons nématodes, qui vont concurrencer les mauvais nématodes, bref, toute la chaîne trophique dans toute sa complexité. Peut l'expliquer, le producteur lui dit tu mets du bois, tu auras moins de nématodes, il met du bois, il y a moins de nématodes, voilà, on a une solution. Voilà. C'est tellement drôle l'exemple que tu donnes, parce que là on travaille pour une grosse coopérative dans le sud-ouest, et sur certains endroits pour la culture considérée, il y a beaucoup de problématiques de ravageurs des sols, potentiellement de nématodes, et les recherches ne se tournent que vers quel produit, quelle substance active, qu'est-ce que je peux mettre dans un pulvé pour pouvoir régler le problème. Et j'ai été le premier mec qui leur a dit, mais vous savez qu'à un moment donné, c'est des sols donc très pauvres, hein. On parle de sols très sableux,
qui plafonne à 1, 1,2 de matière organique, mais souvent moins que ça. Autant te dire que cette fameuse chaîne trophique, il n'y a tellement rien à manger qu'il n'y a pas grand-chose qui se développe. Donc forcément, la seule ressource consommable, c'est la racine de la plante. Et donc, qui c'est qui mange la ressource consommable? Le ravageur. Donc on a des explosions de ce ravageur-là. Et donc comment faire pour venir contrebalancer? Rediversifier la chaîne trophique. Et donc on va travailler sur des apports de copeaux de bois en fait, séquencés. Alors le problème c'est le sourcing, le prix, etc. C'est un peu agaçant parce que c'est assez cher. On a trouvé un sourcing autour de 50 € la tonne. C'est quand même excessif, mais bon, c'est la seule chose qu'on a trouvée pour pouvoir faire des essais. Parce que ça ne sert à rien de dire on a un sourcing qui est en Allemagne. Enfin, je veux dire, il faut trouver quelque chose d'un peu local. Et donc, on va comparer ça à un super produit qui a été sorti il n'y a pas si longtemps, mais qui, lui, coûte plus de 100 € l'hectare. Oui. Donc, finalement, mettre 2 tonnes de bois, 50 € x 2, 100 €, ou un produit à 100 € qui est le seul exutoire aujourd'hui considéré en local, finalement on a les mêmes coûts. Et la question c'est qu'est-ce qui va se passer derrière? Puisque le bois va apporter des effets sur le taux de matière organique malgré tout. La diversification de la chaîne trophique, c'est pas juste je lutte contre un ravageur, c'est je viens refabriquer un environnement favorable à la vie, à la biologie. Et donc il y a sans doute des interactions intéressantes qui vont se faire avec les racines, puisque quand tu disais, quand on fait de la fertilité organique, on a un effet sur l'immunité, mais il y a aussi parce qu'il y a des produits résiduaires mangés par la biologie qui créent un environnement microbien autour des racines amélioré. Bref, on a plein de co-bénéfices à essayer de diversifier la chaîne trophique pour lutter contre un ravageur versus j'ai un produit, un biocide, que je viens positionner dans mon sol pour tuer le ravageur, mais au final, même si ça marche, on n'a pas de co-bénéfice autour. Et ce qui est intéressant, j'ai l'impression, dans l'agroécologie, c'est que quand on vient mettre une pratique, même si on la vend, entre guillemets, des fois à l'agriculteur pour une fonction, elle est souvent multifonctionnelle. On va travailler sur plein de choses à la fois. Et cette approche un peu globale, holistique, elle est souvent un peu trop mise de côté. Mais je te rejoins, des fois pour vendre quelque chose qui est multifonctionnel, on va se focaliser sur une fonction pour pouvoir, entre guillemets, favoriser le passage à l'action, la compréhension de la chose. Là, moi, je rebondis sur ce que tu dis, un produit, une solution, pour ce qui est spécifiquement des traitements de sol. Et donc là, je ne parle pas de traitement de plantes. Les traitements de sol sont en train d'être interdits. Les molécules sont retirées au fur et à mesure. Sur la question, je parlais du nématode tout à l'heure, on avait des produits, alors on les utilisait. Maintenant, on ne les a plus, alors on ne les utilise plus, mais on trouve... En France, hein, parce qu'il y a d'autres pays qui s'amusent encore un peu. Ça, c'est un sujet. Ça, c'est de la concurrence déloyale réglementaire. Certes, mais je préfère garder le focus sur qu'est-ce qui s'est passé suite à l'abandon des gaz désinfectants qui était très commun. Hein. Et qui était très commun en termes de pratique. On en était très dépendant. Du jour où on ne les a plus eus, on a eu des problèmes pendant 2-3 ans avec même des catastrophes. Mais tout à fait. Mais ce qu'il en reste de ces interdictions de traitement de sol, dans le contexte dont je m'occupe, c'est qu'on s'est débrouillé autrement, et on s'est débrouillé autrement avec de l'agroécologie. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Le nématode, ça reste un sujet. Alors, dans le sud-est, on parle du nématode méloïdogine, le nématode agale, puisqu'il y en a d'autres où on ne peut pas forcément extrapoler ce que je vais dire. Mais sur le nématode agale du sud-est, sous abri, ça reste un sujet. Il y a de la chimie qui existe, qu'il en reste, mais qui va disparaître. Et on va s'y adapter pour une raison simple, une certitude, c'est que les agriculteurs bio n'ont pas à disposition ces produits et ils y arrivent quand même. Il y a des contraintes, il faut s'y prendre autrement, mais ils y arrivent. C'est l'avantage pour un technicien de suivre des agriculteurs bio et des agriculteurs conventionnels à la fois, puisque l'agriculture... Moi, j'ai jamais autant progressé que depuis que je suis beaucoup de culture bio. Ouais. Parce qu'évidemment, il y a énormément de transferts qui sont faits au conventionnel. Ah oui, tout à fait. Et pas le contraire. Alors, le contraire, on dira que le conventionnel, il a cet atout
je considère que c'est un atout, de la productivité, de la fiabilité des itinéraires techniques. Donc ça, c'est l'atout. Et après, la bio, c'est d'apporter des solutions inattendues qui font que je suis en bio, mais je n'ai pas plus de problèmes ou moins, selon les cas. Typiquement, sur tes deux cultures, melon et salade, les rendements techniques sont relativement similaires. Ouais, on dira que parce que je disais sur le melon, on y arrive, globalement tout va bien, hein, c'est global, hein, ce que je dis, c'est les grandes tendances. Sur la salade, on a quand même le problème du puceron, qui est énorme. Abri, alors on a des outils de lutte biologique. On n'est pas à un niveau de fiabilité 100%. C'est le caillou dans la chaussure. Qu'est-ce que ça provoque quand même pour être spécifique pour les auditeurs qui ne sont pas forcément de la partie? Le problème du puceron, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mon tunnel, 9 mètres sur 50 mètres, j'ai mes salades. Qu'est-ce que je peux perdre avec le puceron? Eh bien là, en fait, le puceron, il envahit entièrement la salade, il recouvre toutes les feuilles de salade et on se retrouve avec un produit qui est même un peu collant, puisque les pucerons, ils excrètent un sucre qui fait que le produit, il est impropre à la consommation, où il faudrait vraiment beaucoup de temps pour laver chaque feuille. Et donc, parler d'agréage tout à l'heure, quand il y a du puceron sur le feuillage, la salade est refusée. Ouais. Alors, on a quelques outils, mais on ne peut pas affirmer que pour la salade sous abri, j'entends, qu'on soit en maîtrise avec la bio. Et donc c'est intéressant, pour finir sur ce volet un peu technique, le puceron, ça fait quand même partie des ravageurs qui sont le plus régulés par des auxiliaires de culture. Ouais. Les coccinelles, les chrysopes, etc., les cirfes. Donc on a tout un tas d'organismes, pollinisateurs secondaires, prédateurs, etc., qui à certains stades de leur développement, vont manger du puceron. Moi, je dis souvent, le puceron, c'est une prairie. D'ailleurs, ça ne bouge pas, ça pullule, ça a un taux de prolificité extraordinaire. Et donc, quand une coccinelle va chasser le puceron, elle se balade tranquillement sur les colonies et elle broute. Et souvent, on dit, voilà, il y a des régulations naturelles qui peuvent se faire. Et si les régulations naturelles ne se font pas, c'est parce qu'on utilise des pesticides. Et en l'occurrence, dans ton cas, on est en bio, donc il n'y a pas de pesticides. Enfin, en tout cas, pas de pesticides de synthèse, même s'il y a d'autres formes de pesticides naturels. Et pourtant, on a beaucoup de pucerons et peu de régulation. Est-ce que tu as quand même des choses à dire par rapport à cette relation-là? Pourquoi c'est pas régulé alors que dans un environnement qui est sans pesticides? Est-ce qu'il y a des leviers pour avoir de la régulation naturelle? Mais quelles sont les limites de cette régulation naturelle? La limite, c'est la concordance qu'il y a entre la biologie, les mœurs du microparasite qui vient bouffer les pucerons, où on est en décalage, c'est-à-dire que le puceron, il attaque les plantes, mais les parasitoïdes ne naissent pas à ce moment-là, puisqu'ils sont dehors, et puis nous, on est dans la serre. Et donc, les pucerons, ils sont au chaud, entre guillemets, dans la serre, avec à manger, et le parasitisme naturel n'est pas présent, parce que ce n'est pas la bonne saison pour lui. Ouais. Donc en tout cas, merci pour ce que tu nous as transmis. Est-ce que tu aurais un message finalement, un mot de la fin que tu aimerais transmettre, on va dire aux citoyens, aux décideurs, issus de ton expérience? Moi je dirais qu'il faut être curieux, il faut rester curieux comme un gosse. En ce qui me concerne, c'est ce qui m'a permis d'arriver à l'agroécologie. Je n'étais pas spécialement déterminé à aller vers l'agriculture de conservation en étant technicien maraîcher. Donc une curiosité, un pragmatisme. Il faut être curieux, il faut être pragmatique, il faut croire ce qu'on voit, il faut tester, il faut éviter de prendre des grands risques dans les transitions. Et aux décideurs, je dirais qu'il faut que dans chaque décision, il y a une prise de mesure des conséquences qu'il peut y avoir sur la pérennité de nos systèmes de manière générale. Super. Merci beaucoup pour ce que tu as transmis. Merci pour l'échange. Et puis bonne continuation. Merci Sébastien. J'espère que vous avez adoré cet entretien avec Xavier Dubreuc. Je vous invite à vous abonner si vous aimez cette chaîne, parce que ça nous permet de pouvoir nous construire et évoluer. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir.